Eh bien, bonsoir Coralie, bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir pour ce web satsang que vous avez choisi. Au-delà de la colère, comment l'accueillir et la transformer? Et donc, vous posez la question à nos spectateurs qui pourront poser leurs questions en se loguant, en choisissant un nom ou un prénom dans la partie basse de la fenêtre, en fait, tout simplement. Ils pourront taper leurs questions et ensuite, voilà, je la lirai. Et ce soir, vous posez cette question: êtes-vous du type explosif ou jamais en colère? Est-ce que vous vous sentez souvent énervé ou agacé, effrayé, étonné ou interpellé par ce sujet? Vous vous sentez épuisé, découragé? Certains ont appris à ne surtout pas montrer leur colère. D'autres l'utilisent pour prendre leur place, consciemment ou pas. Elle s'exprime irrémédiablement chez chacun à sa manière. La colère génère une formidable énergie. Mal utilisée, elle peut entraîner un état dépressif ou être dévastatrice pour soi-même et les autres. Une fois accueillie, cette énergie peut être mise au service de la vie. Voilà, ben je vous laisse pour la suite et nous présenter ce thème et dès qu'il y aura des questions, voilà, je vous le dirai. D'accord, merci Philippe. Bon, en fait, moi ce que je propose, c'est qu'on se mette un peu tous ensemble en lien avec notre expérience de la colère. Hein. Comment on l'aperçoit, comment elle apparaît dans notre vie. Est-ce que l'expérience de la colère, c'est plutôt la colère en nous, ou c'est face à la colère des autres que l'on s'interroge, ou la colère dans le monde. Hein. On vit une période où la colère se transforme à certains moments en violence, et donc il y a toutes sortes de perceptions différentes que l'on peut avoir de la colère. Hein. Donc je vous invite juste pendant un moment à fermer les yeux si vous voulez et vous mettre en lien avec votre expérience. Ce qui vous a probablement donné envie de venir participer à cette rencontre, à ce partage aujourd'hui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la colère, dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, dans votre vie actuelle, en vous, au niveau relationnel, autour de vous? Je vous invite à observer les images qui vous traversent, les souvenirs éventuels ou les images projetées dans le futur en lien avec la colère. Je vous invite aussi à sentir comment vous vous sentez maintenant quand vous êtes en lien avec ce sujet. Et nous allons commencer avec Coralie par un petit peu vous partager un petit peu ce qui est là pour nous. Comment on est en relation avec cette énergie aujourd'hui. Hein, et puis, Coralie vous en parlera un petit peu plus de ce que l'on partage un petit peu aussi dans nos stages sur le sujet au-delà de la colère. Hein, voilà. Je ne sais pas si tu veux commencer. Est-ce que je commence par rapport à... Oui, je peux commencer. Oui. Moi, ce que je vois, c'est le chemin que j'ai fait par rapport à ce sujet de la colère. Hein. Pendant 40 ans, on détaillera un petit peu les caractéristiques de... Tu parlais tout à l'heure d'explosifs et de personnes qui ne se mettaient jamais en colère. On donnera un peu plus de détails. Mais moi, j'ai été pendant 40 ans plutôt quelqu'un qui n'exprimait pas du tout sa colère. Et j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out. Et au cours de tout un travail que j'ai fait dans cette période où j'étais complètement épuisée, je me suis rendu compte que quand je connectais cette énergie, je se connectais justement cette émotion, il y avait mon énergie remontée. Hein. Et petit à petit, le fait de connecter ce qui était en moi, et il y avait eu un certain nombre de déclencheurs, on parlera tout à l'heure des déclencheurs, ça m'a permis de voir qu'il y avait quelque chose qui avait été bloqué pendant peut-être ces 40 ou 45 ans.
Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pu regarder ça, je suis passée d'un extrême à un autre, c'est-à-dire de 40 ans où je n'exprimais pas du tout ma colère à une colère explosive. Et ça a duré pendant plus de 3 semaines, où je passais parfois plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures parfois à exprimer ma colère, à sortir toute cette violence qui était là, qui avait été contenue. Et en fait, à force de cheminer avec tous ces éléments-là, c'est vrai que j'ai fait connaissance avec l'auto-accompagnement en pleine conscience, hein, ce qu'aujourd'hui on enseigne et l'outil qu'on utilise pour accompagner les personnes aujourd'hui. Et ça m'a permis de faire le lien entre les deux, c'est-à-dire ne pas être dans la colère retenue, parce qu'on verra tout à l'heure que ça a des conséquences. Hein. Le fait d'être dans la colère explosive a aussi des conséquences. Hein, et donc ce qu'on a envie de partager, hein, c'est ce qu'on a un peu envie de vous apporter au cours de quelques éléments dans cette conférence, c'est comment aller au-delà et regarder ce qu'il y a de plus large, hein, et qu'est-ce qu'on peut voir au travers de cette colère. Merci. Alors, pour moi, c'est un sujet, j'avais écrit, Philippe, c'est un sujet qui nous passionne. Et parce que pour moi, ça a été un révélateur extraordinaire. Ça fait des années que je transmets des pratiques et toutes sortes de choses autour de cultiver la présence, d'être plus en lien avec soi, avec notre être et tout ça. Et je ne m'étais pas rendu compte que j'avais mis de côté quelque chose autour justement des parties de moi qui étaient en colère. C'est comme si une partie de moi choisissait des aspects de l'expression de mon être qui étaient spirituellement corrects. Et j'ai mis de côté donc des aspects de mon incarnation et en les mettant de côté, eh bien, je me suis en fait complètement identifié à ces parties-là. Et quand on a animé pour la première fois avec Coralie ce stage au-delà de la colère, c'était à Montréal. Ça a été une véritable révélation parce que j'étais persuadé de ne pas avoir de colère en moi. Et en même temps, je peux dire que je le sentais parce que quand on n'a pas de comparaison avec notre état, quand on n'a pas la comparaison d'un état encore plus vivant et encore plus léger et encore plus libre, on a l'impression qu'on a atteint l'espace le plus grand et l'espace le plus léger. Et donc, comme les circonstances de la vie nous obligent quelque part, et c'est ça qui est bien, à nous ouvrir davantage, eh bien, j'ai découvert au travers de ces stages et en mettant en lien avec cette énergie que c'était une énergie, mais d'une puissance absolument extraordinaire, mais une puissance, un pouvoir pour, pas contre. En fait, la colère s'exprimait bien sûr en moi avant, mais comme contre quelque chose. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Et à l'écoute de ce quelque chose, comme cette colère qui a priori contre quelque chose, eh bien, j'ai réalisé que ce qu'il y avait au-delà de ça, quelque chose qui était pour. Hein. Ça rejoint un petit peu la phrase de Mère Teresa quand on l'invite à une manifestation contre la guerre, hein, où des gens, évidemment, en colère, je veux dire, vont dans les rues pour dire, évidemment, contre la guerre, contre la pollution, contre tout ça. Elle a dit, invitez-moi à une manifestation pour la paix. Et dans le fond, ce qu'on peut sentir, c'est que si on se met en contact avec ce quelque chose en nous qui est en colère, eh bien, ça veut tellement quelque chose. Ça veut tellement quelque chose. Et c'est une énergie magnifique. Ça veut la vie, en fait. C'est une énergie qui est pro-vie. C'est une énergie qui va parfois même s'indigner, entre guillemets, face à tout ce qui empêche l'expression libre et joyeuse de la vie, l'expression naturelle de la vie. Et en ça, on va parler parfois de sainte colère. Hein. Et donc j'ai senti que cette énergie de colère pouvait être au service même de ce que je fais dans mon travail, quand j'accompagne les gens, quand j'anime des stages, dans tout ça, dans certaines situations, j'ai senti que cette énergie était vraiment au service, et voilà, au service de la vie, de la conscience, au service de la paix, je dirais. C'est l'expression de la vérité. Hein.
Ce qui me vient, là, c'est une vidéo que j'ai partagée sur Facebook il y a un moment, il n'y a pas longtemps, comment il s'appelle, Desjardins, je ne sais plus l'auteur, comment il s'appelle, Jardin, Alexandre Jardin, et où il parlait de l'expression de la vérité. Voilà, il a appris des choses sur sa famille et il aurait pu rester dans la rancune et tout ça, mais il a au travers de ça découvert que l'expression de cette vérité, plutôt que d'essayer de cacher les choses, était quelque chose d'absolument libérateur et extraordinaire. Donc pour moi, voilà, j'entends que la colère et la vérité et la liberté sont très liées. Voilà. Voilà ce qui est là pour moi, là tout de suite. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que tu as beaucoup parlé d'énergie, hein, et moi j'enseigne le Qigong, et du coup c'est vrai qu'on a fait beaucoup de liens entre cette énergie de la colère et puis cette énergie voilà, qu'on va accueillir à l'intérieur de nous, hein. C'est intéressant de faire la conférence à cette période-là, puisqu'il faut savoir que, hein, en énergétique chinoise, hein, la colère, hein, est liée à l'énergie du printemps. C'est une énergie qui part de la terre et qui monte vers le ciel, hein. C'est une énergie qui est explosive. C'est une énergie qui nous traverse et qui peut être assez forte, hein, puisque c'est au moment où vous voyez au printemps, les bulbes, vous voyez tous ces bulbes de jacinthe, de jonquilles qui commencent à pousser des feuilles extrêmement drues, hein, c'est les premières plantes qui poussent au printemps, hein. Et imaginez qu'on empêche ces feuilles de sortir, hein, comme si on renforçait le bulbe par l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Les feuilles sont toutes recroquevillées, hein, et effectivement, le bulbe implose, hein. Et donc, c'est cette énergie qui, naturellement, va s'exprimer, hein. Ce qui est important de savoir, c'est que la colère, c'est une réaction soudaine de notre organisme, hein. Elle fait partie des grandes émotions, la tristesse, la joie, la peur, etc. Mais on va voir qu'au-delà, en fait, il y a plein d'autres émotions. Alors, on verra, hein, mais il y a des émotions qui sont cachées derrière la colère. Mais on verra aussi qu'il peut y avoir, on détaillera un petit peu après, des émotions qui cachent la colère, hein. Donc, on verra que, c'est vrai que souvent, quand on travaille dans nos stages sur ce sujet de la colère, les gens arrivent le premier jour avec ce sujet-là, le lendemain, on n'en parle quasiment plus de la colère. Parce qu'en fait, toutes ces émotions sont très interreliées, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est voilà, savoir que cette énergie, c'est une énergie qui est un mouvement ascensionnel de croissance. Et il y a un organe, hein, en énergétique chinoise qui est particulièrement affecté par la colère, c'est le foie. Le foie et la fonction qui est liée au foie est particulièrement actif au printemps. Vous savez, c'est là qu'on fait les cures, hein, de printemps, voilà, pour nettoyer son foie, hein. Et donc, effectivement, une colère rentrée, hein, peut affecter le foie. Il faut savoir que aussi le foie, c'est le général des armées, c'est lui qui va organiser la défense de l'organisme. Alors c'est intéressant parce que comment est-ce qu'on fait pour défendre son territoire? Hein, le chat qui voit qu'il y a un chien qui arrive sur son territoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se gonfler, il va devenir énorme pour montrer sa place, hein. Donc, c'est lié à ça. Et puis aussi, on dit on est rouge de colère, hein, le foie stocke le sang. Et donc, quand on est en colère, donc, cette énergie du sang va aller en périphérie. Et donc, on devient tout rouge. Hein, voilà. Et puis, dernière chose par rapport à ça, c'est que le foie est aussi relié aux yeux. Vous savez, des fois, on regarde les yeux. Si on est jaune, on parle de crise de foie, hein, et donc, on va pouvoir aussi faire sortir sa colère au travers, par les yeux. Fusillé du regard. Voilà, donc effectivement, hein, c'est intéressant d'avoir cette connaissance-là, hein, que c'est une énergie qui doit nous traverser librement, hein. Alors, comment on fait pour qu'elle nous traverse librement, hein? C'est ça qu'on va un peu on va vous apporter quelques éléments là-dessus. Comment la laisser s'exprimer sans se laisser envahir, sans se laisser emporter, sans être hors de soi? Comment laisser s'exprimer, nous traverser cette énergie tout en restant bien ancré en lien avec qui on est et ne pas se laisser désaxer, on pourrait dire, par cette colère. Comment laisser s'exprimer cette colère sans la projeter sur les autres ou sans la garder à l'intérieur pour imploser finalement et pour la retourner contre soi?
on parle d'exprimer la colère. Laisser s'exprimer, pour moi, c'est le contraire de la laisser s'imprimer. Hein? Donc, soit je laisse imprimer, donc cristalliser ou comment dire, s'installer en moi quelque chose qui devrait librement se libérer, hein, parce que quelque chose, la colère, comme toutes les autres émotions, ne demande que ça. C'est-à-dire, c'est une énergie, si elle est bloquée là, il n'y a absolument rien à faire pour qu'elle se libère que de simplement lui permettre d'être là, d'y être présent. Et donc de la laisser s'exprimer en nous, dans la présence que l'on est. Ça demande évidemment de devenir un peu plus large, de reconnaître la présence qu'on est au-delà de ce quelque chose qui réagit en nous, que ce soit sous forme de colère ou que ce soit sous forme de tristesse ou toute autre forme d'émotion. Alors, je ne sais pas si Philippe, tu nous entends ou parce qu'on voit que tu apparais, tu disparais. Je ne sais pas si on est toujours en ligne. Juste vérifier si on était technique, ça fonctionne avant qu'on continue. Juste pour ne pas parler dans le vide. Attends, on va voir. Ah, voilà, te voilà. Est-ce que tu nous entends, Philippe? Oui. Vous êtes toujours en ligne, Pascal et Coralie. Vous pouvez continuer. Il y a quelques questions que j'aurais à vous poser. C'est simplement que j'ai quelques problèmes techniques de mon côté, simplement. Eh bien, il n'y a pas de souci, d'accord. Je dirais qu'on va aborder peut-être un dernier sujet, hein, par rapport à ce qui va en périphérie de la colère ou dans notre façon de la vivre ou de l'exprimer. Et puis justement, on pourrait aller, mais il y en a pour encore 2-3 minutes. Est-ce que ça te convient ou est-ce que tu penses qu'il est mieux d'aller directement à des questions? Non, si vous voulez aborder encore 2-3 points, et après, il y a les questions fusent, donc il y en aura quand même. On s'en réjouit. On s'en réjouit. Ouais, on va peut-être juste apporter quelques points clés un peu caricaturaux, hein, puisque vous voyez qu'on parle bien des deux, comme des deux extrêmes. Il y a ceux qui ont plutôt tendance à avoir une colère rentrée. D'abord, on a tous de la colère et c'est bienvenu. Ça, c'est déjà un message qu'on veut vous faire passer. Hein. Mais après, certains d'entre nous ont plutôt tendance à ce que ça reste à l'intérieur, et puis d'autres vont plutôt tendance à la projeter à l'extérieur. Sachant qu'on peut aussi être les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des situations dans lesquelles on est extrêmement zen, par exemple au travail, etc. On arrive toujours à passer et à et rester calme. Et puis à peine ça, on arrive à la maison et nos enfants font le moindre truc et on leur explose dessus. Donc on peut aussi avoir les deux facettes selon nos expériences de vie. Alors juste 2 mots par rapport, déjà quelques éléments clés pour ceux qui vont facilement exprimer leur colère. On parlait de ceux qui étaient explosifs. Parce qu'on vous fera après un petit peu réfléchir à tout ça, puis peut-être ça répondra à certaines questions, et puis ça vous fera un peu avancer. Déjà, en termes de modèle et d'éducation, on voit que le modèle parentaux dans ce sujet de la colère est très important. C'est des personnes qui ont pu recevoir des paroles blessantes, qui ont pu être humiliées, voire vivre de la violence. Quand on dit à quelqu'un toute sa jeunesse, tu es nul, ce que tu fais ne va pas, qu'on prend des coups, etc., on perd de l'estime de soi. Et du coup, les situations extérieures de la vie vont nous mettre en situation de nous défendre. C'est le chat qui se gonfle, c'est-à-dire que dès qu'on est quelque chose nous dérange, on va exploser. Imaginez, je ne sais pas, je m'approche de quelqu'un qui est de dos, qui a un arrêt de bus, et je m'approche, par exemple, pour lui demander l'heure ou quelque chose, et il ne m'a pas entendu arriver. Et tout à coup, il sent que ma présence, et il part dans une colère. Qu'est-ce que vous faites? Vous vouliez me voler mon portefeuille, par exemple. Vous voyez que cette réaction, quelle était l'émotion de cette personne? Cette personne, elle a eu peur. Je lui ai fait peur parce qu'elle ne m'a pas entendu arriver. Donc la réaction normale, ça aurait été oh, vous m'avez fait peur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en colère contre moi, cette personne. Donc c'est une personne je suis rentrée dans son espace de sécurité, et en fait, sa réaction, ça a été de se mettre en colère. Voilà.
Et donc, là, en sens, pour les personnes qui sont explosives, on parle d'une émotion par avant. Hein. C'est-à-dire que dès qu'elles se sentent agressées, elles vont, ou qu'il y a une émotion qui est là, leur réflexe, c'est la colère. Hein. Voilà. Et donc, elles se sentent comme victimes, ce n'est pas des personnes qui vont se plaindre, elles vont agresser l'autre pour se protéger. Voilà. Et il faut savoir que pour les personnes qui ont des très grosses colères, c'est extrêmement souffrant, hein, parce qu'on peut vivre de la honte, de la culpabilité, et puis c'est cette spirale de colère qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment je fais pour quand j'ai un truc qui monte, et puis tout d'un coup qui explose, et pam, je le balance à la figure de l'autre, et après je me dis, oh, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Hein, voilà, donc pour ceux qui expriment plus leur colère, quelques mots, ça a été mon cas pendant pas mal d'années, pour ceux qui n'expriment pas leur colère ou peu. Hein. Là, on a plutôt un modèle parental de garder son calme envers et contre tout. Hein. Moi, ça a été le modèle que j'ai eu de mon père, hein, qui je n'ai jamais vu se mettre en colère. Voilà. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que du coup, quand on est dans cet agacement, on n'en a pas vraiment conscience, etc., on se ferme, on devient cynique, on est des forteresses. Hein, voilà. On devient accessible, on a une fausse sérénité. Oui, oui, je suis tranquille. Non, non, mais je suis calme, hein, moi. Hein. Je suis non-violente. J'ai fait de la communication non-violente. Je suis calme. Et puis, il y a tout qui boue à l'intérieur. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ce qui se passe, c'est que la colère n'étant pas exprimée, ne circulant pas, les émotions qui sont devant, c'est la tristesse, c'est la plainte et c'est la dépression. Hein, puisque c'est comme si la colère est une énergie. Si on met un couvercle dessus, imaginez une grosse cocotte minute, on appuie sur la soupape, voilà, on empêche, hein, qu'est-ce qui se passe, hein, tout reste à l'intérieur, voilà, la pression monte, hein, voilà. Et donc, moi, j'ai été, pendant pas mal d'années, mono-émotion, tristesse, hein, c'est-à-dire que j'étais triste, je pleurais, j'étais en colère, je pleurais, voilà, tout était, tout était tristesse, hein, voilà, c'était l'émotion qui cachait tout le reste. Voilà. Et il faut savoir que du coup, hein, comme à l'image du bulbe de tout à l'heure, quand la colère n'est pas exprimée, qu'elle reste à l'intérieur, il y a plein de symptômes. Hein. Parce qu'il faut la transformer. Donc, ça peut être, le corps va réagir. Hein, tout ce qui est, alors, peut être inflammatoire, par exemple. Hein, ça peut être aussi, je suis victime, on fait le Calimero, c'est toujours de ma faute, etc. Donc, je ne prends pas responsabilité pour les situations. Hein. Et puis, tout ce qui est effectivement somatisation, problème de foie, etc. Hein. Voilà, pour résumer, mais après on pourra répondre un peu plus aux questions. Alors, au travers de tout ça, des quelques points qu'on a abordés depuis tout à l'heure, peut-être que soit vous vous êtes reconnu, ou peut-être en partie, dans certains aspects de l'expression ou de l'expression de la colère, ou peut-être vous avez reconnu des gens autour de vous, ou alors ça vous dit « Ah bah tiens, oui, mon père était comme ça, ou ma mère, ou quelqu'un dans mon entourage. » Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un petit peu de refaire un petit peu le tour à la lumière de ce qui a été partagé, de peut-être fermer les yeux pendant encore un petit instant et de dire, tiens, qu'est-ce qui m'interpelle dans tout ça? Qu'est-ce que je vois qui effectivement correspond à mon expérience, hein, et on pourrait évidemment en parler pendant des heures encore, mais ce qui a été abordé jusque-là, oui, ça me touche par rapport à ce qui en moi ne s'exprime pas. Je sens bien que c'est là, et en même temps, je sens que c'est retenu et que ça crée vraiment mal-être, une tension intérieure. Ou peut-être qu'au contraire, quelque chose s'exprime malgré vous. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Et puis, vous vivez de la honte. Donc, tous ces comportements, et soit chez vous, soit chez les autres, je vous invite à simplement observer, juste prendre conscience de ce que ça met éventuellement en lumière, de ce que ça vous permet de voir, de mieux saisir, de mieux comprendre jusque-là, ou alors de ce qui vous interpelle, les questionnements qui viennent. Et donc, on va consacrer tout le temps qu'il nous reste à être là pour vous répondre ou pour vous amener peut-être certaines pistes de réflexion ou des pistes à méditer, hein, voilà, sur le sujet. Donc voilà, Philippe, si tu veux nous faire part de questions ou de témoignages éventuels. Hein. Voilà, il y a Maggie qui dit « Bonsoir, comment pouvoir se tenir lors d'une colère? Moi, je pars au quart de tour. Lorsque quelque chose ne me convient pas, je n'arrive pas à me retenir.
comment se mettre en relation avec cette colère qui grandit? C'est Maggie qui pose la question. Ouais. Alors, je vais commencer. Ouais. Oui, merci Maggie. Donc, d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à ce sujet-là, il y a vraiment la notion de bienveillance vis-à-vis de soi qui est importante. C'est-à-dire que c'est une émotion qu'il va falloir apprendre à connaître. On ne va pas d'un claquement de doigts pouvoir, quand on a une colère, comme vous l'exprimez, qui explose, pouvoir tout à coup, voilà, en quelques secondes, accueillir et pouvoir dire les choses clairement, etc. On utilise souvent l'image, il y a une image que j'aime bien, que c'est dans le livre de la colère, justement, de Thich Nhat Hanh, qui parle de l'image de la pomme de terre. Alors, la colère, quand elle est comme une pomme de terre crue, c'est pas digeste du tout. On sent qu'il y a ni pour nous, ni pour les autres qui la reçoivent. Hein. Donc même à l'intérieur de soi, on sent qu'il y a quelque chose qui est là et voilà, ça monte et voilà. Hein. Et donc l'idée, c'est que par rapport à une colère, l'idée, c'est qu'une pomme de terre, avant de pouvoir la manger, de déguster tout son bon goût, il va falloir d'abord la laver, il va falloir mettre l'eau à chauffer, il va falloir mettre du sel. Et puis quand l'eau bout, on va mettre la pomme de terre. Et une pomme de terre, ça ne se cuit pas en 2 minutes. Il faut du temps. Et donc l'idée, c'est effectivement quand une colère explose, bien sûr que sur le moment, on ne peut rien faire. Parce que c'est sorti. Voilà. Mais on va apprendre quelque part à rétro-pédaler, à prendre du recul et à observer ce qui se joue. Et effectivement, la première chose à faire ensuite, une fois que c'est passé, c'est de revenir à soi et d'être à l'écoute de comment est-ce que je vis cette situation où je n'ai pas pu me contrôler, etc. C'est déjà de revenir dans la bienveillance vis-à-vis de soi et de retourner l'objet de l'attention qui était peut-être vers l'extérieur, parce qu'il y avait eu un stimulus à l'extérieur, et de revenir à l'intérieur pour écouter ce qui s'est joué. C'est ça, passer de ce qui m'énerve ou de ce qui me met en colère à ce qui en moi est énervé. Donc je ressens quelque chose en moi, c'est le langage de présence qu'on utilise dans l'approche de l'auto-accompagnement. Je ressens quelque chose en moi qui est en colère. Et donc ça peut être après que ça a explosé, on sent encore l'énergie de ça qui est là. Et c'est une occasion de faire connaissance, peut-être de dire bonjour à cette sensation, à cette énergie. Le fait déjà de passer de « je suis en colère » ou « tu m'énerves » ou « ça, j'en peux plus » à « je ressens que quelque chose en moi est excédé », mais je le ressens vraiment, je sens l'énergie de ce qui n'en peut plus, de ce qui est fatigué, de ce qui est découragé. Et prendre le temps de ramener l'attention dans le corps pour faire connaissance donc avec cette énergie en nous. Pour ne pas être emporté par la colère, il s'agit de nourrir notre connexion à notre corps, nourrir notre connexion à notre ressenti et à la présence en nous. Donc, c'est sûr que par des pratiques régulières, il y en a de toutes sortes, Coralie enseigne le Qigong, par la pleine conscience, par des tas d'approches, on peut apprendre à mettre autant de présence et de conscience à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le fait d'être plus donc ancré, on va dire, dans notre ressenti va faire qu'on ne va pas être sujet à être emporté comme le serait un cerf-volant par le vent. On va peut-être, en ressentant un peu plus notre corps, et ça c'est une pratique, eh bien, être donc plus ancré comme le serait un arbre avec des racines, vraiment sentir le fait d'être en lien avec le sol, la terre, la chaise sur laquelle on est assis, de ressentir notre assise, de sentir notre axe. Coralie en parlerait beaucoup mieux que moi, mais on va peut-être aborder ça tout à l'heure, le fait d'être conscient de notre présence, de notre ancrage et de notre axe peut nous permettre alors d'être présent à ce quelque chose en nous qui est en colère sans y être identifié ou sans être complètement absorbé par cela ou complètement envahi ou dépassé, je dirais, par cette colère qui jaillit au travers de nous. Et donc, cela va permettre, et souvent, comme tu disais, il faut laisser cuire la patate, donc on va dire que le temps va être notre allié. Si à un moment donné, on se rend compte que si je reste là, c'est certain que ça va exploser, ça se fait de dire « excuse-moi, je sens quelque chose de moi qui est très en colère et je vais prendre le temps d'aller marcher, je vais prendre le temps de me retirer, d'aller écouter ce qu'il a, et je t'en reviens après. » Ça se dit même avec des collègues de travail, peut-être pas rentrer dans le détail, mais de dire, écoute, si
je réagis maintenant, je vais dire des choses que je pourrais regretter. Donc, je vais prendre le temps de prendre du recul. Et quand vous prenez recul, bien, vous amenez l'attention dans le corps, vous ressentez, vous reconnaissez, vous pouvez dire bonjour à ce quelque chose qui est noué dans l'estomac. Hein, je vous invite vraiment à sentir, hein, si vous êtes en lien avec l'expression de la colère en vous, est-ce que vous le ressentez plutôt dans le bas du corps? Est-ce que c'est les jambes qui trépignent? Est-ce que c'est les poings qui sont serrés? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait envie de mordre ou de cracher? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est serré dans l'estomac? Est-ce que c'est une boule dans la gorge? Est-ce qu'il y a un poids sur les épaules? Je ne sais pas. Il y a toujours une expression, et ce n'est pas forcément non plus dans le corps physique, ça peut être une sensation plus subtile. Hein? Il peut y avoir vraiment comme une sensation de mal-être, quelque chose. Mais vous sentez quelque chose, parce que la colère, ce n'est pas juste des mots, hein? Ce n'est pas un concept. Hein? Et le fait de déjà reconnaître cela permet de passer justement de la colère concept, très difficile d'accueillir la colère. Regardez, imaginez si je vous dis, essayez d'accueillir la colère. Bon, déjà, ça ne donne pas très envie, hein, de reconnaître la colère en vous. Qui a envie de reconnaître qu'on est en colère? Qui a envie de dire bonjour à cela? Personne, hein, je crois. Donc, le fait déjà de ramener l'attention dans notre corps, de ressentir comment ça vit en nous, de lui dire bonjour, c'est-à-dire de dire bonjour à ce quelque chose en moi qui est en colère maintenant. Sentir comment ça vit et juste rester avec cela. Et ne rien faire d'autre que de reconnaître que c'est là maintenant. Lui offrir notre espace, notre conscience, notre lumière, pour que ce quelque chose puisse simplement être là. Faire connaissance, établir un premier contact. Et peut-être, si on est disposé, approfondir ce contact en laissant ce quelque chose s'exprimer, hein, comme ça s'exprime maintenant. Et reconnaître la présence que l'on est. Reconnaître que quand quelque chose en moi est en colère, ce n'est pas tout mon être qui est en colère. C'est une partie de moi. Ça fait partie de moi, bien sûr, mais ce n'est pas qui je suis. Alors qui suis-je? Sinon cette présence présente à ce quelque chose. Et donc ça va être la première étape. Et donc, le fait d'une fois à l'autre de faire de plus en plus ample connaissance avec cette partie de nous va faire qu'on va y être de moins en moins identifié. Et alors, on va pouvoir commencer à écouter et laisser cuire hein, cette patate crue à l'intérieur de nous, la laisser cuire tout doucement et laisser émerger, je dirais, ce qu'il y a au-delà de cette colère. Hein, la vérité, je dirais, en arrière de cette colère. On ne se lève pas le matin en disant « je vais mettre en colère, moi, aujourd'hui ». C'est bien l'expression de quelque chose qui a ses raisons, qui a sa vérité, de son point de vue, hein, et le fait d'en prendre conscience, de l'écouter, pas pour y croire, pas pour adhérer, mais l'observer nous permet justement d'aller au-delà de ce qui est à la surface, c'est-à-dire un point de vue parfois relativement limité des choses. Mais si on ne le voit pas, on est complètement pris dedans, en fait. Donc, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas, j'espère que ça donne une piste. En tous les cas, bienveillance, voilà. Et c'est des petits pas. Hein. Oui. Vraiment des petits pas et s'autoriser à, voilà, se mettre en retrait. Pour écouter ce qui se joue en soi, puisqu'il y a un déclencheur. Hein. Mais la colère, ce n'est pas l'autre qui est responsable de notre colère. Hein. L'autre n'est que le déclencheur, c'est quelque chose qui est important. Et après, il y a quelque chose qui se met en place en moi. Hein, dans différentes situations, il y a une personne qui me sera en colère, l'autre que ça fera rire, l'autre que ça rendra triste, je ne sais pas. Vous voyez bien qu'on ne réagit pas tous de la même façon à certaines situations. Hein. C'est donc bien qu'on a notre part de responsabilité, il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous, qui fait écho à la situation extérieure. Voilà, Philippe. Merci. Alors justement, en parlant de situation extérieure, il y a Thomas qui pose une question. Disons, j'ai une question en relation avec l'émotion de colère, c'est-à-dire la tendance à me laisser blesser par les attitudes des autres sans pouvoir me défendre. Je ne me sens pas en colère, mais je ne sais pas comment réagir dans l'instant présent, mais je garde souvent en moi des blessures émotionnelles. Que dois-je faire, Thomas? Oui. Donc j'entends deux choses, Thomas. Tu ressens quelque chose en toi
Tu es conscient, on pourrait dire, que quelque chose en toi ne se sent pas, on pourrait dire, respecté ou n'honore pas qui tu es face à d'autres personnes. Quelque chose en toi se sent bafoué peut-être, quelque chose comme ça. Et tu ressens que pour l'instant, il n'y a rien pour l'instant qui semble pouvoir se positionner ou s'opposer. Donc je t'invite pour l'instant à vraiment reconnaître déjà ce quelque chose en toi qui se sent bafoué. Sentir comment ça vit à l'intérieur de toi, l'expression, quand on évoque cela, je t'invite juste à te mettre un petit peu en connexion avec ton corps, le contact de tes pieds avec le sol, simplement la sensation d'être assis sur cette chaise, de ressentir les sensations dans tes jambes, dans tes bras, dans ton ventre, dans le thorax, la gorge. Et simplement noter que peut-être maintenant, quand on évoque cela, une partie de tes sensations attire ton attention un peu plus que le reste. Et c'est en lien avec quelque chose, il y a peut-être là quelque chose qui est triste de constater que quelque chose en toi se sent bafoué et que rien n'est là pour se défendre ou rien n'est là pour se positionner ou pour se mettre un haut-là peut-être ou sortir dans une situation qui ne te convient pas. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, en reconnaissant cela, de sentir l'importance que pourrait avoir la colère, c'est-à-dire une ressource de vie qui prend soin, c'est-à-dire quelque chose qui refuse que la vie soit bafouée, hein? Quelque chose qui prend soin. Hein? Et donc, ça commence pas par le fait de dire, ben tiens, moi je ne ressens pas de colère, et de dire, il faudrait que ce soit là ou il faudrait que je le fasse. Ça commence par reconnaître ce qui en toi, on pourrait dire, j'ai l'impression, déplore cette situation. De dire, je vois bien que quelque chose n'est pas juste, je vois bien que ce serait absolument légitime de me positionner ou de partir ou de faire quelque chose ou d'exprimer ou simplement de mettre en haut là, et en même temps, il constate que pour l'instant, ça ne semble pas se faire. Et d'être à l'écoute de qu'est-ce que ça te fait de constater ça. Alors, il y a peut-être de la tristesse en arrière, il y a peut-être, si tu écoutes cette tristesse ou c'est quelque chose qui déplore cette situation, c'est pour moi le cheminement. Il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter, c'est quelque chose qui est triste. Parce que si c'est une tristesse, j'en sais rien, j'en ai pas assez entendu et je ne fais que des hypothèses. Hein. Je t'invite vraiment à faire confiance à ce que toi tu ressens, Thomas. Et l'expression de ça, un sentiment d'impuissance peut-être, ou je ne sais pas quoi, quand tu es à l'écoute de ça, de laisser cela te montrer, t'exprimer comment ça se sent, comment c'est triste. Et peut-être qu'on est là dans le cas de figure que tu exprimais, Coralie, tout à l'heure, des émotions par avant. Hein. Quelque chose va s'amoindrir, va se cacher, ne va pas s'exprimer, va se taire, ne rien dire, subir. Hein. Et peut-être que derrière ça, il y a peut-être une peur, ou il y a peut-être quelque chose qui est découragé, ou qui est fatigué, ou qui est complètement, je dirais, qui se sent écrasé, je dirais, peut-être par la situation, qui n'arrive pas à y faire face. Peu importe ce qui est là, je t'invite à être en lien avec cela, et tu vas peut-être, en restant un moment avec cela, sentir que en arrière, peut-être plus profond, peut-être que c'est pas encore très exprimé ou exprimable, mais tu peux sentir peut-être qu'il y a en arrière de ça, derrière ce sentiment de que quelque chose n'est pas juste, quelque chose en toi qui le déplore et qui souhaite quelque chose, qui voudrait tellement que je ne sais pas quoi, quelque chose, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, je vous invite vraiment à être à l'écoute. C'est pour ça que tout ce que je fais là, ce ne sont que des hypothèses, ce qu'on ne fait jamais en fait en auto-accompagnement. Dans une séance, j'inviterai Thomas à se mettre en lien avec ça et à écouter la vérité de cette situation qui pour l'instant semble bloquée. Et à l'écoute de cela, alors tout ça peut se débloquer. Et parfois, il peut émerger l'expression de la vérité.
Parce que on peut se dire, bon, ben, ça va, comme on dit au Québec, c'est pas trop pire, hein. J'arrive à moyenner et ça se passe pas trop mal. Mais c'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas l'expression de la vérité. C'est quoi la vérité? J'en ai tellement marre. Peut-être, hein, et en même temps, ça peut peut-être pas être exprimé parce que dans nos modèles parentaux, cette colère, l'expression de cette vérité n'était peut-être pas bien reçue. Et aujourd'hui, elle a du mal à s'exprimer. Donc, c'est commencer par ce qui a de mal à s'exprimer, par ce qui a de mal à se positionner, l'écouter, et c'est peut-être au travers de ça qu'on va tout doucement connecter à cette vitalité qui est nécessaire pour effectivement, pour se positionner, pour se défendre. Ouais, hein? Je trouve que c'est vraiment intéressant cette question parce que ça parle, moi, ce que je remarque, c'est dans les périodes de grands changements que j'ai le plus de colère. Parce que la colère me permet de me positionner et de prendre ma place juste et de ne plus me laisser envahir par les demandes des autres qui ne me conviennent pas, d'être au service de mes enfants, d'être au service de je ne sais quoi, de mon travail. Hein, et je vois que c'est dans ces périodes où je vais plus me positionner. Et moi, dans mon parcours, j'ai eu à aller chercher, parce que se positionner comme ça et prendre sa place, c'est une énergie qui est de l'ordre du masculin en nous. On a chacun les deux énergies, hein, qu'on soit homme ou femme. On a une partie de féminin et une partie de masculin. L'idée, c'est d'avancer bras dessus, bras dessous avec ces deux énergies-là. Et cette énergie qui est de se positionner, c'est une énergie très masculine, mais qui permet aussi, hein, c'est toujours l'image du chat tout à l'heure, qui prend sa place. Hein. Et ça nécessite des fois de dire non, ça ne me convient pas. Hein. Et effectivement, c'est aller chercher cette énergie-là pour faire un pas en avant, pour agir, pour dire ce qui ne convient pas. Hein. Et pour ça, on ne va pas de manière artificielle aller le chercher. Il va falloir écouter ce qui empêche cette énergie de circuler. C'est ça, merci. Merci. Merci à tous les deux pour ces explications et cet approfondissement. Il y a Émile Garcia qui pose une question un petit peu provocatrice, on va dire. Colère et peine du pareil au même. Qui ressent cela? Colère et peine du pareil au même. Qui ressent cela? C'est ça la question? Oui, tout à fait. Alors, je dirais que c'est toute la question. C'est toute la question. Pour moi, ce n'est pas provocateur, c'est très bienvenu parce que le but de cette approche de l'auto-accompagnement n'est pas de s'arrêter à constater que quelque chose est triste ou que quelque chose est en colère. Ça commence par là. Ça commence par, honnêtement, reconnaître ce qui en nous, cette part de, Eckhart-Tolle l'appellerait de notre ego ou de notre corps de souffrance, de ce qui réagit en nous. Faire connaissance avec cela, effectivement du pareil au même. Hein. On pourrait dire que tout ça est du même domaine, et du domaine de la personne, et du domaine de la personnalité, de ce qui s'est construit en nous, du domaine de notre ego, donc voilà, du corps de souffrance. Donc oui, effectivement. Qui ressent cela? Donc quelqu'un, on pourrait appeler ça quelqu'un, en nous ressent quelque chose, et la plupart du temps, nous sommes identifiés à ce quelqu'un qui ressent ce quelque chose. Et c'est pour ça que volontairement, nous utilisons dans ce vocabulaire de présence le mot quelque chose, comme Eckhart Tolle utilise le mot espace pour parler de présence et ne pas s'identifier à quelque chose, que ce soit suffisamment vaste pour être dans l'expression, je dirais, complexe de notre être, ne pas s'enfermer dans je sais qui je suis, je sais ce que je vis. Donc, je ressens quelqu'un, quelque chose en moi qui vit quelque chose. Et donc, d'être à l'écoute de ce qui est subtil, parce que nous avons tendance, je dirais, dans notre langage, à enfermer les choses. Hein. Je suis en colère et je sais parce que telle chose et telle chose. Et en fait, très souvent, quand on va mettre des mots, des étiquettes, comme dit Eckhart Tolle, sur quelque chose d'aussi subtil, on va comme si on l'enfermait dans une petite boîte et on va être bien loin de
de la profondeur de ce qui est en train de se jouer. L'idée n'est pas d'aller analyser pour comprendre plus ou plus en profondeur, mais d'avoir une relation plus profonde et à la fois plus large de la situation, une relation moins dans le détail et justement dans une globalité pour saisir les enjeux globaux. Là, c'est en ça que nous aide la pleine conscience, parce qu'on n'est pas à identifier à un aspect. Donc, effectivement, à ce quelque chose en moi qui est triste ou à ce quelque chose en moi qui est en colère, les deux peuvent être liés, effectivement. Et en même temps, quand je suis identifié à cela, je n'ai plus aucun... je dirais, plus d'objectivité par rapport à la réalité de la situation. Je suis convaincu de voir à l'extérieur la raison de mon mal-être ou de ce qui se joue, et je suis simplement à ce moment aveuglé par ce point de vue. Et donc, quand je dis « je », encore une fois, c'est qui ce « je » C'est qu'est-ce qui perçoit tout ça, pour revenir à la question. C'est toujours la présence que je suis, mais à certains moments, cette présence, la conscience, l'être que je suis, est momentanément identifiée à quelque chose en moi. Le fait de reconnaître cela permet de reconnaître les deux. Donc c'est en acceptant et en passant par cette dualité, en la reconnaissant dans les faits, c'est-à-dire, bien sûr, il y a une sensation, je peux la nier, je peux faire semblant que ce n'est pas là, et pourtant, pour l'instant, je ressens, c'est quelque chose qui est tendu en moi ou qui est explosif. Le fait de le reconnaître, de lui dire bonjour, le langage de présence, on dit je ressens quelque chose en moi qui est triste, quelque chose en moi qui est en colère. Dans les deux cas, c'est qui ressent cela. Donc, je ressens quelque chose, ce qui réagit, ou qui est triste, ou que sais-je. Et donc, ça permet de faire la part des choses entre la présence ou la conscience pure que l'on est et ce quelque chose qui réagit. Donc cette question est très intéressante pour moi. C'est une question qu'on devrait, je dirais, pas chercher la réponse, mais toujours rester dans cette question. Quand il y a une réaction, c'est qu'est-ce qui réagit dans le fond, Qui réagit? Est-ce que c'est mon personnage, cette partie de moi qui se sent menacée, qui a besoin de se défendre? Et en même temps, c'est important d'honorer cela parce que nous sommes quand même incarnés dans ce corps et sous forme de ce personnage. Le nier entièrement nous amènerait dans des considérations idéologiques, mais ne nous servirait pas dans notre quotidien. C'est beau de se dire « je suis un espace, je suis tout ça ». Même si c'est la vérité, dans l'expression de la vie de tous les jours, soit on va se retrouver complètement déconnecté de l'expression de la vie pour l'instant. Si nous sommes incarnés, ce n'est pas pour, je veux dire, vivre comme si on ne l'était pas. Je pense qu'on aura d'autres périodes pour faire l'expérience de ne pas être incarné. Mais l'expérience d'être incarné est tellement riche, elle nous permet de faire l'expérience de la conscience que l'on est, au travers de tout cela, et de justement ne plus être complètement identifié à cela. L'art de vivre entre les deux mondes, comme dit Eckhart Tolle, d'être à la fois conscient de qui on est profondément, déjà entièrement en paix, et présent à ce qui en nous est complètement pris dans cette identification, dans ce personnage, dans cet ego. Et les deux coexistent éternellement, je dirais, en tout cas, tant qu'on est incarné dans un corps, et jusqu'à ce que, je veux dire, on se retrouve dans une boîte en bois un jour. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, non? Ok. Merci. Merci beaucoup. Alors pour la suite, Amida pose la question « Comment gérer le fait d'être en permanence en colère contre moi-même » Amida. C'est intéressant quand l'idée c'est quand on anime des stages, c'est les gens viennent avec leur situation, donc on va travailler effectivement avec des situations précises, c'est de regarder d'abord quel est le déclencheur, d'où vient le premier impact, le premier sursaut. Et souvent, quand on est en colère contre soi-même, c'est quelque chose qui tourne dans la tête. C'est une voix, c'est une pensée qui critique. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est de justement prendre le temps d'écouter ce qui est là, d'écouter cette voix qui tourne et qui juge, et qui voilà, et d'écouter. Elle n'est pas là pour rien, elle a une histoire, elle a quelque chose à dire, elle a besoin d'être entendue. Et tant qu'on
on n'a pas conscience qu'elle est là, ben on est, comme disait Pascal, identifié à elle, elle prend toute la place. Il faut savoir que ces pensées qui tournent sont génératrices de sensations à l'intérieur du corps. Hein. Et c'est ça qui va faire qu'il y a des choses qui se mettent en place et que la colère se met en route. C'est ça. Donc c'est vraiment... Mais ça rejoint un petit peu ce que dit souvent Darpan, hein, ça parle de souffrir intelligemment, c'est-à-dire d'être présent à l'expression de ce quelque chose qui se juge, on appelle ça les critiques intérieures, nous, dans notre processus, et de reconnaître cela, dire bonjour à cela, reconnaître l'énergie de ce qui se juge, de ce qui... Bien souvent, hein, quand on prend la peine de l'écouter, au départ, il semble y avoir un jugement contre nous, quelque chose qui, comme un déni de soi. Et en même temps, quand on prend le temps de l'écouter, c'est quelque chose en nous qui voudrait tellement. J'ai écrit une fois l'article qui avait pour titre Perfection, imperfection, une question de point de vue. Et souvent, c'est quelque chose en nous qui se juge comme pas assez bien, comme trop quelque chose voudrait tellement être à l'image de la conscience pure que l'on est. Et ça me ramène à cette phrase que j'avais lue dans un livre de Michael Zipper, que tu as déjà invité plusieurs fois, que j'aime énormément, c'est un très bon ami. Et, Michael a écrit dans ce livre Perles d'éveil une phrase absolument merveilleuse. Il dit que les expressions les plus grossières de notre identification sont faciles à repérer. C'est les parties de nous qui sont réactives et tout ça. Les identifications les plus subtiles, c'est les parties de nous qui s'identifient à la pure conscience et en même temps qui voudraient être à l'image de la pure conscience tout en étant dans un corps limité, tout en étant dans une condition et devant le constat de ne pas y arriver. Évidemment qu'il y a de la colère, mais comment se fait-il, après autant d'années de méditation, que je suis encore en train de pleurer, que je suis encore en train de m'énerver là, il y a toutes sortes de critiques intérieures, et dans le fond, qui sont l'expression de ce quelque chose en moi qui voudrait tellement être la meilleure personne possible. Et en même temps, qui on est, l'éveil que l'on est, la présence que l'on est, la conscience pure que l'on est, n'est pas une version améliorée de notre personne. Et donc, c'est en reconnaissant, je dirais, ce quelque chose, cet humain en nous qui est en colère contre lui-même, de ne pas être à l'image de ce qu'il voudrait être. Hein, c'est encore une expression de notre ego, hein, c'est cette partie de nous qui n'est pas à l'image de ce qu'elle voudrait être, hein, en faisant connaissance avec cela. Moi, je l'appelle souvent le petit garçon. Dans mon cas, ça pourrait être la petite fille, si vous êtes une femme, le petit garçon qui veut jouer à papa. C'est le petit garçon qui voudrait tellement bien faire et qui s'en veut de ne pas être à la hauteur. Si vous pouvez ressentir l'expression de cette hargne intérieure, de dire, enfin, comment est-ce possible, comment ça se fait que tu n'y arrives pas, enfin bon, d'écouter ça et peut-être de sentir avec amour et empathie et peut-être une forme de tendresse, de douceur, on invitait tout à l'heure à la douceur, de ressentir que derrière c'est quelque chose qui se juge, qui se critique, il y a le souhait de tellement bien faire, dans la plupart des cas. C'est pas forcément que ça peut être autre chose. Mais dans tous les cas, la vérité de ce qui est là va se découvrir par l'écoute de ce qui est là. De l'écoute, c'est-à-dire de le ressentir et de laisser émerger ce qui est déjà là, en fait. Oui. Est-ce qu'on pourrait prendre 5 minutes pour l'expérimenter, ce ressenti? Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui. Ouais. On pourrait prendre juste quelques instants. Je voulais vous proposer une petite expérience concrète. Merci. Peut-être juste que chacun choisisse une situation qui l'agace. On ne va pas être dans les grosses colères que vous avez depuis 10 ans contre votre père ou contre votre mère. Voilà, juste peut-être prenez quelques instants pour choisir une situation qui vous a agacé ces derniers jours. Voilà, et on va juste, je vous invite, on va juste prendre quelques instants pour fermer les yeux. Et on parlait tout à l'heure du fait que la colère nous désaxait, nous sortait de nous-mêmes. Et donc on va tranquillement laisser de côté pour l'instant cette situation et visualiser notre axe qui nous traverse. L'axe, il part du sommet du crâne, il passe au centre du crâne, centre de la gorge,
centre de la poitrine, centre du ventre. Et il ressort par le périnée, va s'enfoncer dans la terre et il s'enfonce aussi dans le ciel. Vous pouvez revoir un petit peu votre position pour bien vous sentir cet axe qui vous traverse. Et juste faire un petit scanner des sensations qu'il y a autour de cet axe. Vous sentez les sensations dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre ventre. Juste observer sans rien changer, sans rien chercher à changer dans votre poitrine, votre dos, les épaules et descendre dans les bras et dans les mains. Et votre nuque, votre gorge et la tête, l'intérieur du crâne. Et restez juste quelques instants en lien avec l'ensemble de ces sensations, cet axe qui vous traverse, et en même temps toutes les sensations qu'il y a autour, voire au-delà de vraiment la limite de votre peau. Et je vous invite à vous remettre en lien avec cette situation qui vous a agacé. Peut-être voyez la personne qui vous a agacé ou ce que vous avez entendu à la radio ou à la télé, ou quelque chose que vous avez fait vous-même, peu importe. Et observez ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change quand vous vous mettez en lien avec cette situation ? C'est cette étape de notre processus d'auto-accompagnement qui permet de reconnaître ce qui est là, de faire connaissance avec ce qui est vivant en nous, avec cette situation. Vous invite simplement à, sans rien chercher, vous voyez, être présent à là où votre attention est naturellement attirée. Ça peut être une sensation désagréable, ça peut être une lourdeur, ça peut être quelque chose qui est serré, qui est tendu, qui est crispé, quelque chose qui est comme une chaleur, quelque chose qui brûle, sans essayer de comprendre pourquoi c'est là, d'où ça vient, juste reconnaître que c'est là maintenant, sentir votre axe, le contact de votre corps avec la chaise, le sol, restez vraiment dans la sensation de l'ensemble de votre corps, même être présent à la limite à tout ce qui est autour de vous, les sons qui vous entourent, la lumière autour de vous, la pièce autour de vous. Et au milieu de tout ça, vous pouvez sentir que oui, c'est vrai, je sens quelque chose en moi qui est en réaction, qui est tendu ou crispé. Je vous invite juste à le nommer intérieurement. Je ressens quelque chose en moi. Et vraiment le sentir, c'est-à-dire le sentir là où c'est. Ça peut être devant vous, ça peut être à l'intérieur du corps, ça peut être autour de vous, ça peut être au niveau du dos. Mais vous sentez quelque chose qui attire votre attention maintenant. Regardez si c'est OK pour vous, juste de reconnaître que c'est là et de ne rien faire d'autre que cela. Reconnaître toute la légitimité de ce quelque chose qui est là parce que c'est là, tout simplement, et ça s'exprime comme ça s'exprime. Nier cela serait absurde parce que c'est déjà. Il n'y a pas de but que ça se calme ou que ça parte. Simplement reconnaître que c'est là. Et puis reconnaître que vous, présent à toutes les sensations dans votre corps, présent aussi aux pensées qui traversent votre esprit. Des pensées à propos de ce qui est ressenti, des pensées par rapport à la situation, des pensées par rapport à vous-même face à la situation. Vous qui êtes présent à tout cela, vous êtes aussi présent à ce quelque chose qui est tendu, qui est crispé. Et juste faire ce constat pendant un moment. Reconnaître ce qui en vous ne se contente pas de ce constat, qui vous dit oui, mais ok, mais c'est pas parti, il faudrait que ça parte. Regardez ce qui est peut-être en train de combattre cela, qui n'est pas en paix avec le fait que quelque chose en nous n'est pas satisfait maintenant, ou est contrarié, ou a besoin d'exprimer son désaccord, ou voire même sa rage. Qui sait? C'est rien d'autre que de reconnaître que c'est là, de lui dire bonjour. Le but n'est pas que ça parte.
Le but, c'est de reconnaître que c'est là et d'aller au-delà de cela, c'est-à-dire de reconnaître la présence que vous êtes. Qui perçoit cela, sinon vous, maintenant? Et regardez si vous êtes en colère, ou si plutôt vous êtes simplement présent à quelque chose en vous qu'il est, maintenant. C'est la première étape, c'est la deuxième étape du processus. La première étant d'amener l'attention dans le corps, c'est ce que Coralie a guidé. La deuxième étant de reconnaître simplement que c'est là. Il y a une troisième, une quatrième étape qui consiste à approfondir. On peut aller beaucoup plus loin, on peut aller dans vraiment la libération de tout ça, la guérison de certaines parties de nous. Mais pour l'instant, regardez ce que ça fait déjà comme différence de pouvoir être avec ce quelque chose sans y être peut-être entièrement identifié. Hein? Voilà. Et là, on est dans la bonne position pour, on peut dire, laisser cuire la patate. Hein? Ce qui fait cuire la patate, c'est notre présence. On met cela en lumière, on pourrait dire. Hein? Mais pour pouvoir le mettre en lumière, il faut accepter de le voir, accepter de le reconnaître, admettre que c'est là. Et arrêter de se battre contre soi-même, finalement, ou contre cette partie de nous. Parce que ce n'est pas qui on est, bien sûr, mais il ne suffit pas de le dire. On peut dire théoriquement, je sais que ce n'est pas moi. D'ailleurs, j'en rencontre énormément de lecteurs d'écartelés qui disent « Oh, ça c'est mon ego ». Mais qu'est-ce qu'on fait après ça? L'idée, c'est vraiment de reconnaître honnêtement, oui, quelque chose en moi. Oui, bien sûr, c'est l'expression de mon ego. Mais est-ce que je le sais vraiment? Est-ce que je sais, ou est-ce que je le sais en théorie? Est-ce que je peux prendre le temps de pleinement reconnaître qui je suis maintenant en tant que présence, même quand je suis présent à quelque chose en moi qui est complètement tordu et complètement plein d'une énergie de rage? Les deux peuvent coexister. Et c'est vraiment ce cheminement. Hein? Merci d'avoir amené ça, parce que j'espère, en tout cas, je ne sais pas si tu as peut-être de retours, ou si on peut demander aux gens si ça les éclaire, ou si ça leur permet de faire l'expérience de quelque chose. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de retour sur la pratique que vous pouvez faire, bien sûr, mais on peut inviter les personnes à faire des retours. Par contre, il y a Thomas qui a fait un retour sur le point, l'accompagnement que vous avez fait avec lui. Il dit « J'ai ressenti que la plus belle partie de moi-même était bafouée, ce qui engendre beaucoup de douleur, et une position est de dire « laisse faire, ne réponds pas, temporise ». Mais quand tu as explosé de rire, cette position a éclaté et j'ai ressenti que oui, ça ne me convient pas de faire le dos rond, partie blessée, et je vais essayer de prendre la partie « laisse faire » moins au sérieux. Merci. Merci Thomas, merci pour ce retour. Voilà, sinon, il y a d'autres questions. Oui. Par exemple, il y a Agnès qui dit « Face à la colère explosive de mon fils ado, je me sens agressé, d'abord énergétiquement, ensuite je sens tout en moi se fermer, je me sens rejeté, je le ressens comme un mur et ça me rend absolument incontrôlable. Une réaction de défense se met en route et je me vois réagir d'une façon qui me paraît totalement à l'encontre de mes valeurs. Je ne comprends pas d'où vient cette colère et surtout, je ne sais pas toujours m'isoler, pardon. Et en fait, elle dit qu'il la poursuit souvent, il me suit et ne s'arrête plus de me hurler dessus de rage. Et elle demande comment elle peut s'ouvrir en elle-même pour ne pas prendre toute cette colère en elle, pour accueillir sans se sentir visée, alors qu'elle perçoit l'énergie qui heurte son plexus. Voilà. Et quand elle se met à observer tout ça en elle, c'est encore pire, car elle sent cette fermeture la frustrer encore plus. C'est vrai qu'avec nos jeunes, je vis ça aussi, l'expérience avec mes enfants. Je crois que les dernières très grosses colères que j'ai prises, parce que je me mets encore régulièrement en colère, je vous le confirme. On vous rassure. On vous rassure, hein. C'est effectivement avec mes enfants, parce que ça nous touche tellement on a tellement envie de bien faire.
Et c'est vrai que le chemin que je prends, ça va de mieux en mieux pour moi, hein, c'est vraiment de revenir à moi. Il y a rien d'autre à faire, parce qu'on ne peut pas aider un ado ou un jeune tant que soi-même, on est complètement envahi, agressé, hein, et c'est fort ce qui est exprimé là, hein. Et donc c'est vrai que ça demande dans un premier temps de se protéger et de s'apporter de la bienveillance à soi-même. Tant qu'on n'est pas allé au bout de ça, on ne peut pas aller vers l'autre. Et c'est valable avec les ados, c'est valable avec le conjoint, c'est valable. Hein. Donc, pour moi, là, vraiment, et c'est pas évident en tant que mère, parce qu'en tant que mère, on a envie de résoudre. On a envie que notre enfant aille bien, on a envie de l'aider à ne plus être en colère, on a envie de... Et c'est extrêmement difficile, et c'est vrai que Pascal, pour moi, m'aide beaucoup par rapport à ça, quand ça m'arrive, notamment voilà, par rapport à ma fille, de prendre le temps de voir ce qui se joue en moi, parce que je ne peux pas être présente à elle tant que je ne suis pas au clair par rapport à ce qui se joue en moi. Et c'est facile d'aider quelqu'un d'autre. Hein, je veux préciser ça. C'est facile d'aider quelqu'un d'autre et l'inviter à voir ce qui réagit. Ce qui est le plus difficile, c'est d'être présent à ce qui réagit en nous. Donc, comme a dit Coralie, je n'y arrive pas toujours. C'est un cheminement. Et en même temps, chaque fois qu'on n'y arrive pas, c'est une occasion, si on revient, c'est pas un échec. Chaque fois qu'on n'y arrive pas, c'est une occasion de faire plus ample connaissance avec un autre aspect de notre personne, de notre incarnation, de ce qui se joue, d'une blessure peut-être, de quoi que ce soit. Pas pour s'y intéresser, pas pour refaire l'histoire, mais pour reconnaître que c'est là maintenant. Et qu'on peut faire toutes les belles théories que l'on veut sur le fait que je ne suis pas cela et tout ça. Mais pour l'instant, ça se produit. Et être vrai avec cela, c'est être vrai avec qui on est au-delà de cela. Hein, voilà. Et pas... parce que, évidemment, on pourrait être tenté, surtout quand on anime des stages et tout ça, de projeter l'image de quelqu'un qui est en parfait contrôle de toutes ses émotions. Et c'est justement le contraire de ce qu'on enseigne. C'est-à-dire, ce que l'on souhaite transmettre, c'est justement d'être un espace d'accueil inconditionnel pour la vie, y compris la vie qui s'exprime en nous. Hein, et donc, c'est une invitation à la douceur. Et on a tendance à croire que l'on doit s'activer et faire quelque chose pour que les choses se transforment à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est ce côté actif, proactif, à vouloir gérer ou arriver à un résultat, crée l'effet inverse, c'est-à-dire que ça crée des résistances. La douceur, l'ouverture, l'empathie, l'amour pour ces parties de nous qui font ce qu'elles peuvent et qui n'y arrivent pas, permettent l'ouverture. En fait. Ouais. Et moi, ça me fait faire le lien. On parle souvent de la colère dans les couples, mais là, j'entends un peu la même chose, puisque c'est en fait, on a là affaire à une personne qui va exprimer plus fortement sa colère et l'autre personne qui va la retenir. Hein. Et ça me fait faire le lien avec ça, c'est-à-dire qu'on pense que, il n'y a pas je ne trouve pas d'études précises, mais dans les trois quarts des couples, mais dans plein de relations aussi, il y en a un qui va plutôt exprimer sa colère et l'autre qui va plutôt avoir une colère à rentrer. Hein. Et ce qui se passe, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a quelque chose d'énergétique qui se passe. C'est-à-dire que là, c'était bien décrit, hein, je me referme, hein, c'est donc la posture de la personne qui n'exprime pas sa colère qui va créer la forteresse, hein, dont je parlais tout à l'heure. Hein. Et plus on crée cette forteresse et plus on se met en retrait et plus on est froid et plus on est hautain, plus ça va faire monter la colère de l'autre. Parce qu'il y a quelque chose d'énergétique qui se passe, c'est-à-dire que celui qui est en colère va décharger la colère des deux. Quitte à le poursuivre. Quitte à justement à le poursuivre. Voilà. Et moi, j'ai vécu ça en couple pendant 20 ans. Hein. C'est-à-dire que moi, j'étais celle qui gardait ma colère et mon mari de l'époque était celui qui explosait. Et il y avait même quelque chose en moi qui était presque heureuse, il y avait une espèce de fierté à ne pas exprimer ma colère. Alors, ce n'est pas ce qui était exprimé là dans l'exemple, hein, mais je vais un peu plus loin. Il y avait quelque chose qui était fier de ne pas exprimer ma colère. Par contre, l'autre, c'est le mauvais parce qu'il a exprimé toute sa colère, il a été violent, etc. Mais en fait, il fait le boulot pour les deux, il décharge. Hein. Donc, c'est intéressant d'avoir cette information-là parce qu'il y a quelque chose qui se crée. Donc, c'est bien à chacun à prendre responsabilité pour ce qui est là à l'intérieur. Et aussi d'exprimer ce qui ne convient pas à la personne qui n'exprime pas sa colère,
hein. C'est un apprentissage aussi que dire ça ne me convient pas. Hein. Dans les accords Toltec, on dit que ta parole soit impeccable. Hein. Mais on peut dire aussi que ton silence soit impeccable. Et pour les personnes qui n'expriment pas leur colère, quand elles se retrouvent enfermées, quand elles boudent, etc., hein, qu'elles ont peur d'exprimer vraiment ce qu'elles pensent, hein, le silence n'est pas impeccable non plus. Donc il y a bien une co-responsabilité dans cette comment dire, escalade d'énergie colérique. Et tout ce qu'on ne dit pas est quand même perçu. Souvent, on est je veux dire, les autres ne sont pas dupes. On peut donner une image et en même temps, tout ce qui ne s'exprime pas peut quand même être perçu. Hein. Et Cartelet dit à propos de ça, les corps de souffrance réprimés sont souvent les plus toxiques. Voilà. On va passer à une autre question. Oui. Il y a Lénaïque, je ne sais pas comment prononcer, mais qui dit voilà, merci pour ce nouvel éclairage. La peur est souvent le déclencheur de la colère chez moi et j'en prends conscience maintenant. Peur parce que inquiète, peur de ne pas pouvoir faire mieux, peur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. Merci pour la prise de conscience. Je pense que la colère en tant qu'énergie nous indique qu'une valeur propre a été transgressée. Qu'en pensez-vous? Ouais, on parlait tout à l'heure des gens qui se mettaient facilement en colère et que eux, ils avaient vécu des choses qui n'avaient pas été respectueux, soit de leur intégrité physique, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir été battus, soit de leur intégrité en tant que personne. Hein, ils n'ont pas été respectés. Hein. Et donc, effectivement, la colère, on parlait de prendre sa place, elle permet d'affirmer son territoire, de ce qui est juste pour soi. Elle permet de faire un pas en avant pour aller vers soi-même, pour affirmer ce qu'on ne veut plus. Hein. Et dans ce sens-là, c'est vraiment une belle énergie. Ce n'est pas une énergie contre l'autre. Voilà, c'est vraiment une énergie pour soi. Et c'est vrai que dans les accompagnements qu'on fait, moi j'accompagne des gens en transition de vie, j'accompagne des gens en transition professionnelle, des gens en burn-out. Et quand dans les accompagnements, je vois la colère qui arrive, je me réjouis, j'ai toujours un petit sourire parce que je me dis, waouh, ça y est, il y a de l'énergie qui était bloquée qui se libère. Et pour moi, c'est toujours joyeux quand je la vois arriver. Parce qu'effectivement, elle permet de prendre sa place. Et quand on a fait cuire cette patate, hein, on peut la prendre tranquillement, on peut être affirmatif, dire ça ne me convient pas, ça voilà ce dont j'ai besoin. Mais ce n'est pas agresser l'autre que de parler du jeu et de dire voilà, et pouvoir après écouter ce que ça fait à l'autre. Mais voilà, c'est ce que j'ai envie de partager par rapport à cette question. Oui, et puis de reconnaître, hein, c'est quelque chose qui a peur, c'est quelque chose qui ne se sent pas à la hauteur, il n'y a rien d'autre à faire. D'être vrai avec cela, et pour moi, c'est le début de la libération, parce que, comme je dis tout à l'heure, ça ne demande qu'à se libérer. Les gens veulent se libérer de leurs émotions, de leur colère, de leur tristesse. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ça ne demande que ça. Mais pour l'instant, quelque chose le retient en disant « ce n'est pas beau, ça ne se fait pas, je ne devrais pas ». Et pourtant, c'est bien là. Et le fait de faire la paix, c'est faire la paix avec soi finalement, hein, faire la paix avec tous les aspects de soi, parce que l'expression de notre ego n'est pas étrangère à la conscience que l'on est. C'est une partie incarnée. Hein. Rien n'est étranger à la conscience pure que l'on est. Tout est inclus dans la conscience pure que l'on est. Et pour moi, c'est ça la vraie non-dualité. C'est reconnaître cette dualité et de pouvoir l'absorber entièrement dans qui on est plus profondément. Ce n'est pas opposé. Il n'y a pas quelqu'un qui est complètement déconnecté d'une réalité. Il n'y a rien qui existe en dehors de la réalité, de la vérité de qui on est. Et donc, c'est de faire ce chemin de réappropriation, je dirais, et pas de réidentification, de réappropriation. C'est de reconnaître que, bien sûr, ça fait partie de l'expression de la conscience que je suis, que nous sommes, de la conscience impersonnelle que je suis, s'incarne et devient personnelle. Et faire la paix avec ça, c'est sortir de ce schéma.
avec des allers-retours et des identifications de nouveau, et puis chaque fois un peu plus de conscience, et c'est infini. Donc, il n'y a pas un moment où on se dit, voilà, c'est fait. J'ai découvert le... Mais quelque part, on peut distinguer, on peut sentir énergétiquement la différence entre ce quelque chose qui est crispé, qui se défend, qui se croit séparé, qui a besoin... Et en même temps, c'est important d'honorer cela. Parce que ça fait partie de nous. C'est quand même notre représentant sur Terre, ce personnage, ce corps. Et c'est le représentant de notre conscience. Et les gens qu'on l'on reconnaît comme étant éveillés vivent toujours dans un corps avec certaines préférences, avec certaines expressions. Hein, et Cartolé ne s'exprime pas comme Darpan, comme Ama, comme chacun a ça. Il y a du culturel, il y a toutes sortes de choses, et il y a l'expression. J'ai côtoyé pas mal de gens que je ne vois absolument, je n'imagine même pas subir, que je n'imagine même pas encaisser, mais plutôt être complètement ouvert à la situation, et à certains moments sentir que ce qui est juste à ce moment-là, c'est de dire non, par exemple, ou de dire stop, ou de dire ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais pas de dire tout est correct et tout va bien. C'est pas vrai. Il y a parfois, ça peut l'être, ça peut l'être. Et quelque part, c'est vrai, quelque part, tout est correct, évidemment. Et à un moment donné, ce qui vient à l'encontre de la vie, ce qui vient... voilà, je ne pense pas que quelqu'un qui est éveillé va se laisser tabasser. Il ne va pas non plus agresser l'autre pour se défendre, mais il va faire ce qui est requis à ce moment-là. C'est ça la conscience. La conscience, c'est de ne pas laisser, je dirais, maltraiter le véhicule de notre conscience sur Terre. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc, c'était un peu en lien avec ce que disait cette personne. Quelque chose n'a pas été, c'est quoi le mot qui a été utilisé? Je ne me souviens pas. N'a pas été honoré, ou n'a pas été rencontré, n'a pas été... je ne me souviens plus ce qu'il y avait dans la question, mais ça parlait en tout cas de ne pas... n'a pas été respecté, peut-être, je ne sais plus. Oui, c'est la valeur propre transgressée. Transgressé, voilà. Voilà. La vie en nous a été transgressée. Voilà, exactement. Merci. Tout à l'heure, il y avait un point où vous parliez du fait que quand il y a une personne qui n'est pas en colère et l'autre compense et redouble de colère, il y a Anna qui voudrait témoigner un petit peu de cela. Elle dit « Je suis en lien donc, avec une personne dont le relationnel mène systématiquement à la colère et cela devient une relation toxique. Je ne sais pas comment en sortir. C'est comme un cercle vicieux. Justement, quand je suis face à cette personne dont le relationnel est difficile, il m'empêche de sortir prendre l'air et insiste, voire harcèle pour discuter, alors que je ne suis pas à même de le faire, car la colère monte et l'agressivité s'en mêle, car le mal-être est trop fort. Comment faire face à quelqu'un qui nous bloque ? Oui. Alors, comment faire face à quelqu'un qui nous bloque? Comme disait Coralie tout à l'heure, quelqu'un qui nous bloque, on pourrait appeler ça le stimulus, c'est ça? Oui. Et ça vient mettre en évidence quelque chose en vous, Anna, qui se sent bloqué. Donc, quelque chose se sent bloqué face à quelqu'un qui agit de cette façon. Donc, je vous invite à amener l'attention déjà sur le fait que quelque chose se sent bloqué face à cela et de sentir comment ça vit à l'intérieur de vous. Sentir, c'est quelque chose qui se fige, qui se bloque. Juste être présent à cela, reconnaître cela.
Alors, ça ne change rien pour l'instant à l'attitude de l'autre. Et une chose qui est importante en relation aussi, c'est de savoir que on n'est pas 50%, 50% responsable. Ce n'est pas parce que moi, je vais faire ma part que l'autre va automatiquement changer. On est 100% responsable. 100%, 100%. Ce qui va changer entièrement, c'est ma relation à l'autre. À partir du moment où je me sens bloqué par l'autre, l'autre, en fait, a tout le pouvoir, puisque c'est de lui que va dépendre le fait de pouvoir être bloqué ou débloqué. À partir du moment où je reconnais que quelque chose, et je sens intérieurement dans mon énergie que quelque chose en moi s'est bloqué et figé, ne trouve même pas les ressources pour sortir de la situation. Et parfois, c'est une sagesse aussi, parce qu'on peut sentir que quelque chose choisit de se figer parce que ça craint une escalade, ça craint de la violence. Et parfois, c'est tout à fait justifié. On a peut-être vécu ça plus tôt dans notre vie ou dans d'autres circonstances. Et ça peut être tout à fait l'expression d'une conscience, de dire, OK, tu n'en rajoutes pas parce que ça pourrait devenir dangereux. C'est possible aussi, mais de reconnaître qu'en arrière de ce qui se bloque, il y a peut-être quelque chose qui a peur. Ou en arrière de ce qui se bloque, il y a quelque chose qui veut tellement pas revivre quelque chose qui a déjà été vécu. Et donc, je ne vais pas faire d'hypothèse. Moi, ce que j'invite Anna à faire, c'est vraiment à sentir ce quelque chose qui est bloqué. Ça a ses raisons. Faire connaissance avec ce quelque chose en toi qui est bloqué, qui bloque face à l'autre. Et donc, à ce moment-là, si tu peux reconnaître cela, tu vas aussi pouvoir reconnaître que tu es présente à ce quelque chose qui est bloqué et que ce toi présente à ce qui est bloqué n'est pas bloqué. Qui tu es est beaucoup plus large et est un espace pour ce qui est bloqué et peut-être alors dans un deuxième temps, mais il faut laisser du temps, hein, pour cette personne en face de toi qui est complètement énervée et qui est peut-être en survie et pour laquelle c'est tellement important, soit d'être entendue, d'être comprise. Parfois, effectivement, on peut en arriver à des extrémités quand on est identifié à une partie de nous qui ne se sent pas entendue. Et donc voilà. Donc, pour pouvoir être un espace d'écoute pour l'autre tel qu'il est, il faut d'abord reconnaître ce qui en nous réagit. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas être un espace d'écoute pour l'autre quand on est en survie nous-mêmes. Par exemple, nous étions en vacances en Grèce et on a pris un taxi et le taximan ne trouvait pas l'endroit. Il a commencé à s'énerver, il tournait en rond, il jurait, enfin bon, tout ça. C'est pas très grave, c'était un peu le folklore à la limite. Hein. Sauf qu'à un moment donné, il accélérait, il a failli rentrer dans deux autres voitures, on était nous deux dans la voiture. Et à un moment donné, quelque chose en moi s'est senti vraiment pas en sécurité. Et pour moi, c'est l'expression d'une conscience, parce que, je vais dire, il a bien sûr le droit d'exprimer sa colère, bien sûr, tout est correct. Et en même temps, il y a un moment donné où nous avons senti qu'on était, dans notre intégrité physique, en danger. Et à ce moment-là, quelque chose s'est exprimé de façon extrêmement claire en disant « Maintenant, ça suffit, vous arrêtez la voiture là, et on sort de la voiture. » Il s'est arrêté, on a ouvert les portes, on a pris nos bagages, et on est sorti du taxi. Et il est parti. Vous voyez, donc, accepter, ça ne veut pas dire subir. Hein, donc, c'est vraiment... bien sûr, j'ai de l'empathie pour ce chauffeur de taxi qui est un vieux monsieur, qui ne comprenait pas comment son GPS fonctionnait, qui voulait tellement bien nous servir en plus. J'ai senti, après coup, qu'il était en fait énervé contre lui-même, en fait. Il s'en voulait de ne pas pouvoir nous amener comme il aurait voulu. Il ne se sentait pas un digne représentant de la Grèce, lui-là. Vous voyez, il aurait tellement voulu bien faire. Et c'était tellement insupportable pour lui. Voyez, donc, on peut avoir de l'empathie. Et en même temps, ce n'est pas pour ça qu'on doit forcément rester dans cette situation qui peut être, à certains moments, dangereuse, menaçante, je ne sais pas. Hein. Ouais. Voilà ce qui vient. Je ne sais pas si ça parle de cette personne qui nous a amené cette situation. Ou, voilà.
Si ça donne en tout cas certains éclairages. Alors, voilà pour les questions. J'ai juste un petit retour dans cette conférence, c'est l'analogie. Donc, si vous voulez ajouter un dernier mot, Pascal et Coralie, et puis on pourra conclure ce Web 700. Peux-tu répéter? On n'a pas compris l'analogie, il y a eu des coupures là et on n'a pas bien compris. Ah, désolé, oui, bah, c'est l'analogie de la pomme de terre. La pomme de terre, l'analogie est géniale. D'accord, ok, merci. Ok. Est-ce qu'on veut ajouter quelque chose? Moi, ce que j'ai vraiment envie de reboucler par rapport à ce qu'on a dit au début, c'est la bienveillance vis-à-vis de vous-même. C'est une émotion qu'il faut du temps. Vous avez vu, hein, on voit que c'est un chemin à faire, hein, comme toutes les émotions, mais celle-là particulièrement, parce qu'elle peut être violente, elle est en lien avec plein d'autres émotions. Et donc vraiment, je tiens votre attention sur la bienveillance à vous apporter vis-à-vis de vous-même, de pas essayer d'avoir des résultats extraordinaires par rapport à la colère, mais vraiment de garder effectivement cette image de la pomme de terre à faire cuire et de vous apporter de la bienveillance par rapport à... Il y a vraiment la notion de temps là-dedans pour apprendre à voir ce qu'il y a au-delà de cette émotion et cette énergie. Et moi, je vous dirais que pour pouvoir appréhender une énergie comme la colère, ça demande une bonne présence, un bon ancrage. Et que ce n'est pas au moment où on est en pleine crise que l'on doit se dire « Ah, si je pouvais être un peu plus ancré, un peu plus présent et un peu plus aligné ou plus dans mon axe. » Donc, le fait de cultiver la présence au quotidien, d'amener cette conscience dans notre corps, dans l'énergie à l'intérieur, d'amener régulièrement notre attention à l'intérieur de nous alors que tout va bien, nous permet d'entretenir cet espace, la profondeur et la largeur de cet espace infini que l'on est, et donc à l'intérieur duquel on va pouvoir reconnaître, dire bonjour, hein, sentir et faire la place à quelque chose en nous qui réagit, et en n'y étant pas identifié et en n'étant pas submergé par cela. Donc, on n'est pas là pour faire quelque chose avec la colère, ou contre la colère, ou pour la colère, ou pour toute autre émotion d'ailleurs, mais pour nourrir la présence que l'on est dans notre quotidien, et l'expression de la colère en nous est une occasion de continuer à approfondir cela. Je me souviens dans un stage qu'on a animé dernièrement à Montpellier, dans ce stage, il y avait 6 femmes, je pense, et un homme. Hein, et cet homme nous faisait part de son désarroi par rapport à l'expression de la colère en lui et de ce que ça pouvait créer comme situation, parfois au niveau familial et tout ça. Et quand il a été à l'écoute de cette partie de lui, il a découvert, en fait, effectivement, comme ça a été exprimé un peu plus tôt, quelque chose d'extrêmement précieux, en fait. Et cette partie de lui qui était en colère voulait tellement prendre soin de cela. Le fait d'avoir reconnu cela, ça lui a permis de faire la paix avec lui-même, et sa femme, parce qu'on la connaît, nous a témoigné dans le fond d'avoir de retour un homme qui est complètement transformé. Ce n'est pas par la lutte contre la colère, par le contrôle de la colère que c'est arrivé, mais par l'accueil total et inconditionnel de cette énergie en lui qui est au service de la vie. Hein? Voilà. Et pour moi, c'est une beauté incroyable. J'ai vu vraiment un ange. J'ai vraiment vu un ange. J'ai vu quelque chose d'absolument merveilleux. Et je pense que dans le fond, c'est la nature de qui nous sommes, chacun d'entre nous, quand on n'est pas identifié justement à ces schémas à l'intérieur. Et c'est le propre de l'auto-accompagnement. Hein, je veux dire que la méditation est une façon de prendre conscience de qui on n'est pas et de qui on est, hein, au-delà de tout ça. Et l'auto-accompagnement, je dirais, c'est vraiment une façon d'être son propre espace d'écoute. C'est important de sentir qu'on a besoin d'être soutenu, de faire appel à des thérapeutes et tout ça. Et en même temps, l'auto-accompagnement nous permet d'être autonome, de pouvoir être en tant que présence un espace d'accueil inconditionnel pour toutes les parties de nous, y compris les moins populaires.
Et la colère, c'est vraiment une émotion mal aimée, hein. Même dans les milieux de développement personnel ou spirituel, je dis surtout même dans ces milieux-là, c'est une émotion qui est parfois qualifiée de spirituellement pas correcte. Et donc, ce qui nous empêche de pouvoir accueillir cet aspect-là aussi de notre conscience. Et donc, je vous invite, comme Kolara il a dit, à de la douceur, à de la bienveillance envers vous-même d'abord, parce que vous ne pouvez pas avoir de la bienveillance pour la colère des autres si vous n'en avez pas d'abord eu pour vous-même. Hein, voilà. Il y a la compréhension de ces enjeux est vraiment importante, c'est de vivre nos émotions intelligemment. J'aime beaucoup, c'est l'expression de Darpan, mais j'aime beaucoup ça. De vivre intelligemment, c'est-à-dire de le vivre en conscience et d'apprendre de ce qui se joue à l'intérieur de nous plutôt que de le condamner ou plutôt que de le nier. Hein, voilà. Donc, c'est un petit peu pour moi ce que j'ai envie de vous transmettre. Et si vous voulez plus d'informations sur le processus en lui-même, il est très simple en 4 étapes, mais en même temps, pour je veux dire, se l'approprier. Hein? On a créé ce qu'on appelle, nous, un parcours d'intégration pour le vivre dans le quotidien et pouvoir accueillir justement tous ces enjeux qui fait que on a beau connaître des tas de théories, on a beau pratiquer la méditation depuis 20 ans, 30 ans, hein, il y a parfois ces parties de nous qui prennent le dessus. Eh bien, ce processus d'appropriation, d'intégration nous permet, dans le quotidien, donc dans le concret, hein, de faire l'expérience de cet auto-accompagnement, de la présence que l'on est, et de pouvoir revenir et de continuer à cheminer, je veux dire, chacun à notre rythme et chacun ensemble, puisqu'on fait ça en groupe. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller visiter notre site internet qui s'appelle simplement autoaccompagnement.com et vous verrez un petit peu, il y a un parcours qui commence début de l'année prochaine, au mois de janvier. Et voilà. Donc, on est très heureux de ça, de proposer ça parce que ça a d'abord changé notre vie. Hein, et puis, on voit tous les jours les effets chez les gens qui le pratiquent quotidiennement. Voilà. Voilà, Philippe. Voilà. Merci beaucoup hein, pour cette opportunité de rencontrer tous ces gens qui sont en cheminement et de partager notre propre cheminement parce que dans le fond, on est tous pareils à ce niveau-là. Hein. Voilà. On n'a rien à... comment dire? On n'a rien à apprendre ou on a de leçons à donner à personne, je veux dire sincèrement. Dans ce domaine-là... On partage des expériences. Voilà. C'est un chemin qui nous oblige à l'humilité, à chacun d'entre nous, autant les participants dans nos stages qu'à nous-mêmes. Voilà. Voilà, on te laissera le mot de la fin, si tu veux, Philippe, parce que voilà, je pense que pour nous, on fait pas moins qu'il... Voilà, vous m'entendez? Oui, maintenant. J'ai eu des problèmes techniques de mon côté, mais je pense que de votre côté, tout a été parfait. En tout cas, je l'espère. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes avec nous. Il y en a eu beaucoup ce soir. Il y a eu beaucoup de questions. Et pour ceux qui viennent seulement de se connecter, puisque j'en vois qui viennent seulement de se connecter, vous avez la possibilité de revenir en fait au démarrage de ce Web Satsang sur cette vidéo même. Ou sinon, demain, sur la chaîne YouTube Être Présence, demain soir, voilà, ça sera disponible. Bien, je vous remercie tous les deux. Et donc, à bientôt. On programmera d'autres Web Satsang. Et belle soirée à tous. Merci. Avec plaisir, merci. Merci à tous.